Voilà, alors pour commencer cette série d'émissions Science en direct, aujourd'hui nos invités vont nous emmener dans leur passionnante recherche sur les énergies du futur. Enfin, les énergies du futur, il faut dire que certaines existent déjà, mais elles vont rentrer de plus en plus dans notre quotidien. Alors on va avoir des invités qui sont avec nous, qui nous font le plaisir d'être avec nous. Ils sont en duplex dans leur laboratoire. On vous dit bonjour, on vous salue, j'espère que vous allez bien. Voilà, et on va vous donner la parole tout au long de cette émission. Et puis sur le plateau, on parlait femmes et sciences. Alors là, nous, on est très très fiers quand même. Je crois même là. Ouais, et je vous garantis que c'est pas fini dans cette émission. Vous allez voir le programme. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Marianne Peterbory. Bonjour Marianne. Bonjour Fred. Vous êtes docteur en géosciences. Vous travaillez au département géoressources du BRGM. Le BRGM, c'est le bureau. C'est le service national de géologie, en français. Et donc, c'est le bureau qui travaille sur tout ce qui a trait au sous-sol, que ce soit l'eau, bien sûr la géologie en règle générale, les risques naturels et bien sûr les énergies. On va donner son nom complet quand même, c'est le Bureau de recherche géologique et minière. Et vous allez nous faire découvrir l'avenir de la géothermie profonde, c'est-à-dire cette énergie qui nous vient des profondeurs de la Terre. Ça va être passionnant. En plus, vous nous avez amené une maquette. Avec nous également Corinne Toiti. Vous êtes docteur en informatique, chercheur à l'INRI, à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, dont vous êtes l'ambassadrice cette année. Oui, alors, tout à fait. Présentez-nous cet établissement. Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est un institut de recherche dans des sciences du numérique, donc qui regroupe des experts en mathématiques appliquées, en informatique, en robotique, et dont je fais partie, évidemment, et donc avec des applications dans des domaines de la biologie, de à peu près partout où le numérique est présent aujourd'hui, dans l'environnement, l'énergie, et ainsi de suite. Vous allez nous raconter des choses passionnantes sur le transport de l'électricité. En fait, je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas aujourd'hui des mathématiciens et des informaticiens, ce serait le blackout, quoi. En fait, on n'aurait pas d'électricité. Exactement. En fait, on a tendance à se focaliser sur la problématique de la production et de la consommation. Mais tout ça n'est possible que grâce aux réseaux de transport d'énergie comme tous les réseaux de transport. Bon, eh bien, on va commencer par la géothermie. Donc, c'est parti pour cette émission. Comme on est les champions des jeux de mots un peu foireux, on a appelé cette émission « Changer d'énergie, ça vous branche ». C'est parti. Magnifique, dans une belle maquette qui va nous permettre de creuser le sujet. Je continue. Dans les jeux de mots, c'est parfait. Où j'en suis. Bon, alors on commence par cette énergie profonde. Ça s'appelle la géothermie. Une petite précision quand même. On aime bien la culture générale. La géothermie, c'est une science, mais c'est aussi de la technologie. Exactement. La géothermie, c'est la science qui étudie en fait l'augmentation de la température avec la profondeur dans le sol, la température dans le sol. Et c'est l'ensemble des technologies qui permettent d'extraire et d'exploiter cette chaleur à des fins énergétiques, chaleur et électricité, comme on le verra. Ouais, il y a une question importante. La première, il faut régler les choses. Elle vient d'où, cette chaleur? Moi, je vais t'avouer, tiens, une petite question, elle vient d'où, cette chaleur? Franchement, j'apprends toujours des choses, moi, dans les émissions. A priori, on dirait quoi? Elle vient d'où, cette chaleur? C'est une très bonne question. J'ai envie de dire de la puissance du sol à l'intérieur. Non, ça doit bouillonner, il doit y avoir de la vie. Alors attends, on va regarder une coupe. Moi aussi, je me dis, ça vient du noyau de la Terre. Il est à combien le noyau de la Terre? On a le noyau de la Terre qui est à plus de 5000 degrés. Donc on a, en fait, c'est issu de la formation de la Terre, une chaleur résiduelle dans notre Terre qui est énorme parce qu'on est à 5000 degrés au fond, à plusieurs milliers de kilomètres sous nos pieds. Mais ce n'est pas la raison principale de la chaleur. La raison principale, elle se trouve dans la croûte terrestre. Exactement. On va voir une coupe aussi. Donc on peut voir en fait dans la croûte terrestre les quelques dizaines de kilomètres qui sont sous nos pieds. En fait, on a des roches dans lesquelles très naturellement il y a des éléments radioactifs. Ça peut être naturel, naturel, très naturel, exactement. Donc c'est l'uranium, le thorium, le potassium qui en fait vont générer une décroissance radioactive qui est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage de la chaleur. Et c'est ça qui fait qu'on a sous nos pieds quelque chose de chaud.
D'accord. Alors, cette croûte terrestre, elle est en moyenne, elle fait combien? Elle fait une trentaine de kilomètres d'épaisseur. Alors ça peut être très variable, oui, mais C'est on très va dire variable. en moyenne c'est 30 km de 30 d'épaisseur. km. Seulement, voilà, les températures, elles changent si on est dans une région volcanique ou si on est dans une... Vous appelez ça comment, les géologues, dans les régions Intracratonique Voilà. sur les cratons, oui. Il faut dire entre les plaques. En fait, il faut voir ça au niveau des plaques tectoniques. Ok, d'accord. Alors, si on regarde, on va prendre un exemple au niveau des volcans, la température, le gradient. Alors, le gradient géothermique, c'est l'augmentation de la température avec la profondeur. Et dans les zones volcaniques où en fait on a des remontées de magma, on peut aller jusqu'à 100 degrés par 100 mètres. C'est-à-dire On descend de 100 mètres. on descend de 100 mètres et on a 100 degrés. Voilà. D'accord. Ah oui. C'est absolument énorme. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, en fait, qu'il y avait une telle différence par rapport à chaque croûte terrestre. Ah oui, et ça peut être extrêmement variable par contre. Et il y a même certains endroits, si on regarde les endroits où sortent les geysers par exemple, on a les 100 degrés à la surface. D'ailleurs, il y a une odeur un peu particulière. D'œuf Oui, voilà. C'est le soufre. Effectivement, ce sont des eaux qui sont très chargées dans différents minéraux et il y a cette odeur très particulière. L'eau n'est pas sale, en fait. C'est juste qu'elle a cette odeur un peu particulière. Voilà, c'est parce qu'elle a circulé très profondément au contact de roches qui la chargent dans ces minéraux-là. Maintenant, si on revient dans des régions comme la France métropolitaine, là, on va avoir en moyenne combien ce gradient sur 100 mètres? Voilà, on va être à peu près en moyenne autour de 3 degrés par 100 mètres, c'est-à-dire qu'on va augmenter la température de 3 degrés par rapport à la température moyenne. En France, c'est 12 degrés ici, dès qu'on fait 100 mètres de profondeur. Et alors, si on regarde, on va voir une carte de la France, c'est aussi variable entre notamment, on va voir tout de suite, la région parisienne, par exemple. Alors, si on regarde, voilà, on voit sur cette carte, en fait, on a différents endroits au niveau de la France. Donc ici, ce qui est représenté en bleu, c'est les endroits où il y a de l'eau qui circule naturellement, qui peut être exploitée pour la géothermie. Et les endroits qui sont un peu bleu clair au niveau du bassin de Paris ou de l'Aquitaine, ce sont des endroits où on a un gradient géothermique, on va dire, normal, autour de 3 degrés. Mais on a aussi des endroits en France, on a cette chance d'avoir toute l'Alsace, le fossé rhénan, le fossé de la Limagne, le couloir rhodanien, qui sont en fait un ancien océan qui a essayé de s'ouvrir il y a très longtemps, mais ça s'est arrêté à cause de l'Afrique qui a poussé et qui nous a fait quelques montagnes à la place. Mais on a gardé une anomalie thermique grâce à ça, qui peut aller jusqu'à, par exemple, à Soult-sous-Forêt, qui est en Alsace, à 10 degrés pour 100 mètres. Alors, pardon. Non, vas-y. Alors, on a compris d'où ça vient, tout ça. On a compris les variations entre les régions du monde, entre les régions en France et tout. Et alors maintenant, on a une super maquette pour expliquer la géothermie. Comment ça marche? Voilà, en fait. comment on exploite la géothermie. Ça s'allume en plus. Alors, je Regarde un petit vais peu l'allumer. devant. D'abord, je vais juste te montrer ici. Ouais. On a dans le sol, en fait, différentes couches de roches qui permettent à l'eau de circuler. Donc on va avoir l'eau qui va circuler très proche de la surface, qui est l'eau en fait qu'on va capter pour boire. Nous, on va aller chercher beaucoup plus profondément, autour de 1,5 km, 2 km de profondeur. Et là, on va aller pomper l'eau, récupérer l'eau chaude, qui est à peu près à 80 degrés dans ces endroits-là. On va la récupérer et on va la remonter à la surface. Et grâce à un échangeur, on va pouvoir récupérer les calories, la chaleur en fait de cette eau pour l'envoyer sur un réseau de chaleur qui va permettre de chauffer des logements, des immeubles, parfois des chauffages industriels, etc. Et puis une fois que cette eau, en fait, on a extrait sa chaleur, elle est froide. Faut le préciser, c'est pas cette eau-là qui circule dans les tuyaux des radiateurs. Totalement. Il y a un échangeur. Il y a un échangeur, voilà. Et ici, on va faire circuler un fluide d'ailleurs qui est fait pour transporter la chaleur et qui est plus efficace que l'eau qu'on peut avoir en surface. Donc, c'est pas cette même eau. Là, on est vraiment sur un circuit fermé. On échange, on récupère la chaleur dans notre échangeur qui l'envoie sur un autre réseau. Ouais. Et l'eau, une fois refroidie, on va la renvoyer quelques centaines de mètres plus loin, voire parfois 1 kilomètre plus loin, dans la même couche, de façon à garder notre ressource. Il y a un écart entre les deux, c'est justement pour faire en sorte de ne pas envoyer de l'eau froide et garder. Et cette eau froide se réchauffer au fur et à mesure. Parce qu'on a la chaleur qui arrive du fond et qui va nous réchauffer en fait l'eau qu'on a renvoyée plus froide et ça évite de refroidir effectivement notre puits producteur, l'endroit où on va extraire l'eau pour sa chaleur. D'accord. Elle finit pas quand même au bout de 30, 40, 50 ans à se refroidir la nappe un petit peu quand même? Alors on peut avoir des refroidissements très locaux en fait, mais ça s'étudie. Pour éviter ce genre de choses, on va faire des modélisations, on va faire des études de façon à éviter que ce qu'on appelle la bulle froide en fait qui se développe autour de notre puits de réinjection aille rejoindre le puits producteur. Alors là, on a un exemple en région parisienne, ça s'appelle le Doguer. C'est une nappe comme ça qui est entre 1600 et 2000 mètres de profondeur. Température
On va dire entre 60 et 80 degrés selon les endroits. Donc c'est bien pour ça que là, on parle, ça permet de chauffer des quartiers, ça permet de chauffer des bâtiments. Exactement. Mais ça ne permet pas, plus que ça, de faire de l'électricité. Aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour faire de l'électricité à partir de ces 80 degrés, de façon routinière. En revanche, si on va faire un petit tour en Guadeloupe, par exemple, tu connais la Guadeloupe? Oui. Tu connais Bouillante? Oui. Tu sais, tu connais Bouillante? C'est vrai. Ah bah tu parlais des odeurs. Quand Oui. on passe à Bouillante, on sait très bien quand même que les odeurs sont pas parfaites. Mais il y a la soufrière là-bas, donc et la soufrière, elle fait chauffer le sous-sol. Et là-bas, alors en Guadeloupe, on envoie des images. Il y a une centrale géothermique. L'eau, elle est à combien? Alors l'eau, on va la chercher moins profondément qu'ici. On va la chercher autour de 1,5 km et elle est déjà à 350 degrés. 250, 350 degrés, ça va dépendre des endroits où on est. Et c'est suffisamment chaud, en fait, pour générer de l'électricité. Oui, parce que là, on récupère directement de la vapeur qui vont faire tourner des turbines. Exactement. Et si on va en Islande, c'est beau l'Islande. Hein. Magnifique. Hein, c'est magnifique, on va en voir des belles images. Alors bon, en Islande, il faut préciser quand même 90% à peu près pour chauffer les maisons. 90% c'est de l'énergie géothermique. 50% d'électricité produite grâce à la géothermie. Là, vous avez atteint des chaleurs énormes, vous, en creusant. Alors oui, on a eu un projet avec les Islandais il y a 2 ans, 3 ans, qui s'est terminé, où l'idée, c'était à la fois un projet de géothermie, mais aussi un projet de recherche scientifique, c'était d'aller faire un forage le plus chaud possible. En fait, conventionnellement, en Islande, ils vont aller chercher des températures autour de 300, 200, 300, 350 degrés peut-être. Et là, le challenge, c'était d'aller chercher encore plus chaud pour faire plus, pour produire plus d'énergie avec un seul forage. Et donc, on a visé au droit de la dorsale médio-océanique, donc c'est l'endroit où les plaques tectoniques s'écartent. On a été chercher jusqu'à 600 degrés à 4,6 km de profondeur. Donc c'est un challenge technologique et c'est une fabuleuse aventure scientifique aussi parce que voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, On sent votre d'époustouflant. émotion d'ailleurs quand vous en parlez. Mais ça a C'est été un projet une qui vous véritable- anime. Vous Ça a avez été passé plusieurs mois là-bas, vous. J'ai passé plusieurs mois là-bas, j'ai travaillé avec les équipes là-bas et effectivement, c'est quelque chose quand on est dedans qui voilà. Bon, c'est très beau aussi dans l'est de la France, hein. Donc on revient un petit peu en métropole et on va parler du côté de Souls, etc. Où là il y a des expériences aussi. Enfin, il y a une centrale d'ailleurs à Souls qui fait de la géothermie. Là, on est dans un autre phénomène géologique encore. Alors, il faut savoir que la géothermie, on en a partout sous nos pieds. Il y a des endroits, c'est facile de l'exploiter, c'est évident, comme en Islande. Il y a d'autres endroits où on a les technologies qui fonctionnent en routine. C'est le cas du bassin de Paris, où il n'y a pas de souci. Et puis, il y a d'autres endroits où on a un véritable potentiel. Le fossé rhénan, comme je vous disais, on a une anomalie thermique, donc il y a un potentiel pour aller chercher de la chaleur pour faire de l'électricité. Par contre, on est dans des roches qui ne sont pas perméables, très perméables, c'est-à-dire qu'elles ne laissent pas passer facilement l'eau. Et l'eau, elle circule à travers des failles, des fractures. Et donc, pour aller exploiter la ressource et récupérer l'eau chaude là-bas, il faut mettre en place des technologies qui nous permettent d'améliorer un petit peu ce système naturel pour aller récupérer cette eau chaude. D'accord. Alors, il y a des petits problèmes quand même là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des failles, c'est ça, on est dans une géologie un petit peu différente. Il y a des failles. L'eau, elle circule pas très bien, donc il faut écarter les failles. Voilà. C'est Donc, ça? j'ai amené ici un petit échantillon. En fait, ce morceau de roche, Ouais. c'est du Est-ce qu'on granit. voit à la caméra? C'est la roche, en fait, qui est naturellement à Souls, ce qu'on peut voir sur l'image aussi. Et là, ce qu'on voit, ce que Fred est en train de nous montrer, c'est la fracture, une fracture naturelle dans laquelle l'eau peut s'écouler. Mais c'est quelque chose qui est très petit, en fait. Les ouvertures sont de l'ordre du micron, donc l'eau a du mal à passer. Donc nous, les solutions technologiques qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui, qui sont en cours de développement, on va essayer d'ouvrir ces fractures. Donc on a plusieurs technologies pour ouvrir ces fractures, mais globalement, dès qu'on va ouvrir ces fractures, ce qui va se passer, c'est qu'on va les faire bouger. Et en les faisant bouger, en fait, on va générer une onde. Et en fait, cette onde, c'est ce qu'on appelle un séisme, un tremblement de terre. La plupart du temps, on ne le sent pas en surface. On est à 4-5 km de profondeur pour aller chercher des températures entre 160 et 200 degrés. Et la plupart du temps, ces petits mouvements ne se sentent pas en surface. Mais par contre, il y a des populations qui ont été inquiètes quand même. C'est monté quand même sur l'échelle, non pas de Richter, mais enfin l'échelle sismique, 3, 5. Oui, on a eu des séismes. Voilà. Donc,
c'est arrivé malheureusement, et c'est très inquiétant pour les populations, même s'il n'y a pas vraiment de risque pour la vie humaine, hein, il faut être bien conscient. Un séisme de magnitude 3, c'est le minimum qu'on ressent, c'est-à-dire que ça va faire bouger les choses, mais il ne va pas y avoir de maisons qui vont s'écrouler ni rien. Et ça peut arriver effectivement quand on perd le contrôle parce qu'on ne connaît pas bien, parce qu'il y a des choses qui nous sont encore inconnues. C'est des milieux extrêmement complexes. Ça se passe 4-5 km sous nos pieds. Voilà, il y a beaucoup d'inconnus encore. Et du coup, on peut avoir des séismes. Et on en a effectivement, il y en a eu des opérations près de Strasbourg qui ont déclenché des séismes qui ont été ressentis par la population. D'accord. Et dans ces cas-là, on a tout arrêté et on s'est dit, entre scientifiques, attendez, on va regarder Exactement. avant de continuer. On va vraiment regarder ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc en fait, il y a eu un arrêté préfectoral, hein, les opérations sont arrêtées, un comité d'experts est mis en place et puis on se pose, on dit, attendez, on va essayer de comprendre, de réfléchir, de faire en sorte que ça n'arrive plus, parce que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. En tout cas, vous comptez beaucoup sur la géothermie pour l'avenir. Totalement. D'accord. Merci beaucoup pour ces Merci. explications très claires. Alors, on va quitter les profondeurs de la Terre pour aller chercher une énergie tout aussi renouvelable, mais qui se situe tout là-haut, évidemment. Enfin, quasiment inépuisable à l'échelle de l'humanité, c'est celle du Soleil. Et pour cela, eh bien, on va directement à Chambéry pour rejoindre l'invité de Jean. Exactement. Bonjour Élise Bruat, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Très bien, bonjour. Alors vous êtes ingénieur de recherche et développement CEA à l'INES. L'INES, c'est l'Institut national de l'énergie solaire. Et votre travail est centré sur le développement et la production de cellules photovoltaïques plus performantes. Alors, avant de parler de ces cellules en particulier, on voudrait déjà voir à quoi ressemble une cellule photovoltaïque. Est-ce que vous en avez une à nous montrer autour de vous? Tout à fait. Alors déjà, vous pouvez voir derrière moi un panneau solaire. Et en fait, il est constitué de plusieurs cellules. Et une cellule, c'est ça. C'est un carré, en fait, de silicium, généralement, qui va servir à produire l'électricité du soleil. Le soleil va venir générer des électrons et ça va être injecté dans le réseau, en fait. D'accord, finalement, la cellule photovoltaïque, c'est l'unité de base qui compose un panneau photovoltaïque. Donc après, on en met autant qu'on veut. Oui, dans la limite de la tenue mécanique, on va dire. D'accord, très bien. Alors, une cellule photovoltaïque, c'est une sorte de millefeuille, et vous l'avez dit, vous avez commencé à nous l'expliquer, il se compose surtout de silicium. En tout cas, la plupart des panneaux photovoltaïques qu'on trouve autour de nous se composent de silicium. Pourquoi aujourd'hui c'est le matériau, le composant le plus utilisé? Bah déjà, c'est une recherche, le silicium, qui existe depuis 60 ans à peu près, donc qui est très éprouvé dans la recherche et qui marche bien, qui arrive à bien convertir l'énergie photovoltaïque et qui se produit de manière facile sur des grandes productions. Et ça permet d'avoir à l'échelle terrestre pas mal de production de manière peu chère. D'accord. Et où on le trouve justement dans l'environnement, ce silicium? Bah, il est très facile d'accès dans la croûte terrestre, il y en a un peu partout, donc il est facile à extraire et il y a pas mal d'extractions un peu partout dans le monde. D'accord. Alors maintenant on va essayer de comprendre un peu plus précisément comment une cellule photovoltaïque est capable finalement de capter l'énergie solaire et de la transformer ensuite en électricité. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui. Alors du coup, l'énergie solaire, c'est un spectre où il y a des photons qui vont arriver avec une certaine énergie. Donc elles vont arriver sur le silicium. Les photons, c'est les grains de lumière, on peut dire. C'est ça. C'est les petites particules de lumière. D'accord. Elles arrivent sur le silicium et là, elles vont générer un électron. Et l'électron, c'est ça qui va nous faire notre courant. En fait, il va être extrait de la cellule grâce à des parties métalliques et après réinjecté dans le réseau. D'accord, donc finalement, c'est la mise en mouvement des petits électrons qui gravitent autour des atomes, qui composent voilà, tout ce qu'on a autour de nous. Et donc c'est la mise en mouvement de ces petits électrons qui crée l'électricité, c'est bien ça? Exactement. Très bien. Alors, on l'a dit, donc la plupart des panneaux photovoltaïques qu'on trouve dans les champs, sur les toits de nos maisons, donc, sont composés de silicium, mais leurs performances sont limitées. Pour quelles raisons? En fait, le silicium, c'est un super matériau, mais il y a beaucoup de pertes, notamment thermiques, et il ne peut pas convertir toute la lumière présente. Voilà. Du coup, l'idée, ça va être d'améliorer ça avec de nouveaux matériaux qu'on va ajouter en plus pour convertir une plus grande partie du spectre et avoir un meilleur rendement au final des cellules. D'accord, alors vous faites une transition justement toute trouvée, puisque vous travaillez donc sur de nouvelles cellules photovoltaïques, et elles ont un autre matériau qui les compose, c'est le perovskite.
Alors, quel est l'atout de ce matériau? Et déjà, c'est quoi le perovskite? Alors le perovskite, c'est un cristal en fait, donc c'est un agencement de matière qui est ordonné. Et en fait, son avantage, c'est que on peut choisir les composants. Du coup, on peut aider la conversion du rayonnement, donc de la lumière, en choisissant les éléments qu'on va mettre dedans et pour optimiser du coup les rendements de cette façon. Alors, expliquez-nous un peu comment vous choisissez les composants, c'est-à-dire, vous choisissez des particules de perovskite, j'ai pas bien compris, expliquez-nous ça. En fait, on va choisir quels éléments on va mettre dans la perovskite. Donc, c'est de la chimie, en fait. On va faire des mélanges de matériaux pour faire les bons ratios et faire que ça convertisse le bon endroit du rayonnement solaire. D'accord. Très bien. Donc, vous allez concentrer un maximum de rayons du soleil pour capter un maximum d'énergie qui provient du soleil. C'est ça. Très bien. Est-ce qu'il a d'autres atouts, notamment en termes de résistance, de durée de vie, etc. Alors du coup, pour l'instant, c'est un matériau qui est assez nouveau, donc qu'on découvre encore. Donc il peut avoir pas mal d'avantages, mais on découvre aussi encore pas mal d'inconvénients, notamment au niveau de la stabilité. Donc c'est des points sur lesquels on travaille, mais c'est vrai que c'est très prometteur pour l'avenir des cellules solaires. D'accord. Alors à l'INES, justement, vous travaillez donc sur ces cellules photovoltaïques nouvelle génération. Et en fait, finalement, ce sont des cellules qui associent à la fois le perovskite et le silicium. On appelle ça des cellules tandem. Alors, est-ce que vous en avez une à nous montrer, une cellule tandem? Tout à fait. Alors, ça ressemble à ça pour l'instant. D'accord. Donc, par rapport à la taille de la cellule que vous avez pu voir avant, c'est un peu plus petit parce que c'est les types de recherche. Mais l'idée, c'est voilà, de mettre le perovskite au-dessus du silicium et comme ça, on convertit encore plus de lumière et on arrive à des rendements, donc une meilleure production électrique au final. Donc finalement, on a le rendement du silicium plus le rendement meilleur du perovskite, tout ça en une cellule. Pas tout à fait, mais presque. On ne fait pas une addition des rendements, mais on arrive à aller plus loin. D'accord. Alors là, on parle de performance, justement, on aimerait bien savoir, avec le silicium, quelle performance on atteint, et puis avec ces nouvelles cellules, jusqu'à quelle performance on peut aller? Du coup, à l'heure actuelle, le record en silicium, c'est autour de 25%. En production, on va plutôt être autour de 22%. Alors qu'avec le tandem, on peut monter jusqu'à 30-35% de rendement. D'accord. C'est vraiment plus. Et alors pour être tout à fait concret, ça veut dire que finalement, 22% quand on utilise des cellules en silicium, 22% de l'énergie qui arrive du soleil est convertie en électricité, alors qu'avec le perovskite, c'est ça, c'est plus de 30% qui est converti. Donc, Voilà. là... Avec les tandems, on peut arriver à 30-35% convertis. Très bien. Et ces cellules donc, sont fabriquées dans des salles très particulières. Ce sont des salles qu'on appelle des salles blanches. Décrivez-nous un peu cet endroit dans lequel vous travaillez. En fait, c'est des endroits très propres pour limiter toute contamination qu'on va avoir sur les matériaux parce que c'est très sensible lors de la fabrication. Donc, on a vraiment une tenue spécifique pour protéger l'environnement et protéger les cellules lors de leur fabrication. D'accord. Alors, vous dites des salles très propres, c'est quoi? On fait le ménage plusieurs fois par jour ou non? Ça veut dire quoi? En fait, oui, alors il y a le ménage qui est fait régulièrement, mais c'est surtout que c'est une atmosphère qui est contrôlée en humidité, où il y a les particules qui vont aller directement au sol et qui vont pas pouvoir voler. Tout ça pour protéger vraiment les cellules et les dispositifs qu'on va réaliser dedans. D'accord. Alors aujourd'hui, donc la plupart des panneaux photovoltaïques, des cellules photovoltaïques qui sont produites, ce sont en silicium, ça représente 95% du marché. Donc tout l'enjeu, c'est non seulement d'améliorer les performances, mais aussi d'adapter les chaînes de fabrication des nouvelles cellules photovoltaïques. Et c'est là que vous intervenez. Sur quels aspects vous pouvez intervenir? Alors, il y a plein d'aspects. En fait, pour pouvoir les vendre, ces cellules tandem, les objectifs, ça va être d'avoir un coût qui reste similaire à ce qu'on fait déjà, en fait, parce qu'il faut que ça soit compétitif. Mais aussi, il y a tout l'aspect de taille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en montrant les deux cellules, il y en a une qui est beaucoup plus petite que l'autre. Donc là, le gros challenge, c'est d'augmenter la taille de la perovskite pour pouvoir la mettre sur le silicium, et ça de manière rapide et peu chère. D'accord, c'est le principal aspect sur lequel il faut travailler maintenant. Tout à fait. Très bien. Alors pour l'instant, les cellules tandem ne sont pas commercialisées. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce qu'on pourrait les voir arriver sur les toits de nos maisons, par exemple? Ça devrait arriver assez rapidement malgré tout. D'après les prévisions, ça serait horizon 2025. Donc c'est demain presque. Très bien. Bon, en tout cas, ça va venir vite. Et on est déjà un petit peu dans le futur grâce à ce que vous nous avez présenté. Alors merci Élise Brua d'avoir fait la lumière, si j'ose dire, sur ce sujet et sur ces nouvelles cellules photovoltaïques. Merci à vous. Merci à vous aussi.
Et Fred, on te retrouve tout de suite en plateau. Merci Jean, merci Élise. On va enchaîner tout de suite avec une autre énergie dont on parle beaucoup, c'est l'hydrogène qui pourrait demain alimenter nos voitures, les bus, permettre aussi de fabriquer de l'électricité. Je sais, vous êtes des spécialistes, vous connaissez bien l'hydrogène ou pas ? Allez, parce qu'on va avoir une invitée tout à l'heure qui va nous raconter, d'EDF, qui va nous raconter des choses passionnantes, mais je voudrais qu'on discute un petit peu de l'hydrogène. Vous savez que quand même, on en trouve absolument partout dans l'univers. C'est le plus abondant. Ah bon, je ne savais pas du tout, tu vois, c'est une grande première. Tu sais, sur le petit tableau périodique, Oui. C'est le premier élément, hein, on est d'accord. Hein, c'est ça. On le trouve dans le sous-sol aussi, et on réfléchit à l'extraire directement du sous-sol. Et en plus, l'hydrogène, il y en a énormément dans la nature. Il y en a partout dans la nature. Donc on se dit, pourquoi pas l'utiliser? Vous connaissez le problème? Pourquoi? C'est difficile? Vas-y. Ah, incroyable! Là, c'est la tuile. Ah non, c'est très bien. Je vous avoue franchement, je ne savais pas plus que ça. Le problème de l'hydrogène, c'est qu'il est toujours associé à d'autres atomes. Dans l'eau, vous savez qu'il y a de l'hydrogène, c'est associé avec de l'oxygène, d'accord? Et dans les hydrocarbures, c'est associé avec du carbone. Donc il faut tirer, mais on n'a jamais de l'hydrogène à l'état pur sur Terre. Donc c'est cet hydrogène qu'il faut réussir à extraire. Et on sait très bien le faire, hein, extraire de l'hydrogène. Les pétroliers, les industries pétrolières savent le faire, puisqu'elles l'utilisent pour raffiner l'essence. L'industrie chimique sait très bien le faire puisqu'ils l'utilisent pour faire des engrais, par exemple. Donc, on sait faire de l'hydrogène. Sauf qu'il y a un autre problème, vous le connaissez? Tu veux nous coller, c'est les questions qu'il y a Mais ce non, soir. c'était pas mon intention. Je pensais que Je pense c'était que tu le juste... sais. Chloé, c'était juste pour donner le cadre un petit peu de la problématique. Si tu veux, je suis surpris. Par contre, tu m'as intrigué du coup. Ben oui. T'as la réponse. Alors, oui, bien sûr. Tu sais très tu bien, me on est tous rassures. les deux journalistes, donc on va chercher un petit peu les informations. Mais au départ, j'en savais rien non plus, si tu veux tout savoir. Voilà. Donc, oui, on sait récupérer de l'oxygène, de l'hydrogène, pardon. Le problème, c'est que pour récupérer de l'hydrogène, on utilise énormément de matières fossiles. On utilise beaucoup de pétrole. Il faut aussi produire de l'électricité, énormément d'électricité. Avec quoi on peut produire de l'électricité aussi avec du pétrole, avec des choses comme ça. Donc c'est bien l'hydrogène en soi. Le problème, c'est que produire l'hydrogène, c'est compliqué. Donc imaginez-vous si on arrivait à produire de l'hydrogène propre, quelque chose qui serait fait simplement à partir de l'eau. Ce serait génial, non? Ce serait même la solution à tous nos problèmes. Vous savez quoi? Ça existe? Ouais, évidemment que ça existe. On va en parler tout de suite avec notre invité. Et pour en parler d'ailleurs, on va se rendre. Allez, on se fait un petit zoom sur la France. On va au laboratoire des Renardières d'EDF. Ça se situe en Seine-et-Marne et on va rejoindre là-bas Magali Kochanec. Bonjour Magali. Bonjour Fred. Vous avez, on a cerné à peu près la problématique de départ, non? On a cerné la problématique de départ. Effectivement, l'hydrogène, la façon dont il est produit aujourd'hui, c'est essentiellement à partir d'hydrocarbures. Et donc du coup, quand on va l'extraire, on va émettre énormément de carbone. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 1 kg d'hydrogène produit, on va émettre plus de 10 kg de CO2, d'accord, par les techniques qui existent aujourd'hui. Et il y a effectivement une autre technique qui est beaucoup plus bas carbone, qui s'appelle l'électrolyse de l'eau et qui va permettre de diminuer fortement le contenu carbone du kilo d'hydrogène produit. On va le diviser par 3, 4, voire carrément ne pas avoir d'émissions en fonction de l'énergie électrique qu'on utilise en entrée. Magali, on va y revenir dans le détail. D'abord, laissez-moi vous présenter quand même, parce que je vous ai donné la parole très très vite. Et vous allez nous présenter aussi l'endroit où vous êtes. Donc vous êtes ingénieur-chercheur au service recherche et développement d'EDF. Vous êtes chef de projet de la plateforme de test d'électrolyseurs qui se trouve derrière vous d'ailleurs. Hein. Voilà, on aurait pu. Il n'y a pas une météo super aujourd'hui. On aurait voulu être. Ne me dehors. regarde pas comme ça, je n'y suis pour rien. Mais je sais, tu dis pour rien. Non, simplement, oui, c'est vrai, on fait des associations d'idées stupides parfois. Tout de suite. C'est vrai. Bon, en tout cas, juste derrière vous, racontez-nous ce qui se passe parce que vous êtes responsable de cette plateforme. Dites-nous où on se trouve exactement. Alors effectivement, on se trouve sur le plus grand site en surface d'EDF R&D, hein, voilà, le site des Renardières que vous voyez à l'écran. Et puis donc là, on a construit un tout nouveau moyen d'essai
qu'on a eu la chance donc de construire l'année dernière, en 2020, sur ce site. Et ce nouveau moyen d'essai, il va nous permettre de tester des électrolyseurs. Alors il est grand, on en voit effectivement un tout petit bout derrière moi, mais sur les photos qui défilent, vous voyez Manon aussi qui travaille avec moi et qui est en train de travailler sur la plateforme. On aurait effectivement aimé vous montrer un petit peu plus cette grande plateforme qui fait presque 5000 mètres carrés, mais bon, il faudra revenir un jour où il fait beau en fait. Avec grand plaisir. Alors, vous testez des électrolyseurs simplement. Je suis sûr que vous pouvez nous expliquer simplement en quoi consiste simplement l'électrolyse de l'eau. Il y aura un petit schéma pour appuyer votre propos. Oui, c'est très facile en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont vu ça dans leurs cours de physique-chimie, peut-être même dès le collège. Donc, on a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. On va plonger des électrodes dans l'eau et puis par le biais de l'électricité qui va circuler, il y a de l'hydrogène. L'eau, c'est H2O, donc il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Et tout simplement, grâce au courant électrique, l'hydrogène va se former d'un côté sur une électrode et l'oxygène va se former de l'autre côté. Et à ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à collecter les deux gaz de chaque côté. Et puis après, les mettre dans des bonbonnes de stockage et les envoyer vers le client qui en a besoin. C'est parfaitement clair. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de l'électricité, mais il faut que cette électricité soit propre, entre guillemets. C'est ça l'enjeu. Alors oui, évidemment, comme je vous le disais au départ, en fait, pour pouvoir décarboner cette production d'hydrogène, si l'électricité est très carbonée, on ne va pas décarboner grand-chose en fait. Donc là, nous, on a la chance en France d'avoir une électricité très peu carbonée. On a le réseau électrique avec à la fois le nucléaire et puis l'hydroélectricité qui fait que sur l'électricité produite en France, donc elle est très faiblement carbonée. Et puis sinon, on peut aussi produire de l'hydrogène à partir de production d'électricité locale, à partir d'énergies renouvelables, comme le photovoltaïque dont on vient juste de parler tout à l'heure. Exactement. Donc, les objectifs, c'est de mettre en place des électrolyseurs, on va dire, de taille industrielle, c'est ça, de pouvoir les déplacer ou les installer localement dans une ville. Et ce serait pour quelle application ? Alors, effectivement, l'objectif, c'est bien ça, c'est de passer à l'échelle industrielle, en fait. On a déjà des laboratoires au sein de DFR&D, notamment dans notre centre de recherche en Allemagne, qui sont des recherches plus amont sur l'hydrogène. Et là, il nous manquait ce maillon pour faire des tests pré-industriels, effectivement. Alors, un électrolyseur de taille industrielle, ça va servir deux applications principales. Les applications industrielles, donc il y a des industriels qui utilisent l'hydrogène pour leur process, vous en avez cité tout à l'heure quelques-unes. Et puis on a aussi des applications pour la mobilité, on en a parlé, et puis Stéphanie tout à l'heure en a parlé rapidement aussi, donc voilà, c'est vraiment les deux principales applications, et ce sont les deux secteurs qu'on va pouvoir décarboner grâce à cet hydrogène bas carbone. Pour contribuer à la transition énergétique. Donc, en quelque sorte, avec un électrolyseur industriel, on peut l'installer n'importe où. On peut produire sur place de l'hydrogène, évidemment en utilisant l'électricité propre qui est là. Et là, on a une sorte de station-service. On parle de mobilité. C'est pour quoi? Pour les bus. On ne va pas tous rouler à l'hydrogène demain. Dans un premier temps, c'est pour qui? Effectivement, on ne va pas tous rouler à l'hydrogène. On aura un mix de différents moyens de mobilité, en fait, qui seront pour certains alimentés à l'hydrogène, d'autres à l'électricité. Voilà. Et effectivement, la mobilité hydrogène, ça fonctionne comme une station-service, en fait. Vous arrivez à la pompe, vous prenez la pompe et puis vous faites le plein d'hydrogène, tout simplement. Et en effet, il est possible de dimensionner les électrolyseurs en fonction des besoins qui sont derrière. D'accord ? Donc, on va vraiment se rapprocher du besoin d'hydrogène et dimensionner le système qu'on va installer au plus juste pour pouvoir alimenter. Alors, donc, dans le cas de la mobilité, on va par exemple pouvoir alimenter un parc de bus. Ou bien des camions. Ça existe déjà à Paris, il y a une flotte de taxis qui roule complètement à l'hydrogène. Oui, effectivement, il y a une flotte de taxis qui roule à l'hydrogène en Île-de-France, tout à fait. Et puis, on a notre filiale Aynamix qui est en train d'installer un électrolyseur dans la ville d'Auxerre.
Ça va être inauguré très bientôt, vous en entendrez parler, pour justement alimenter une flotte de bus à Auxerre. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un maire d'une commune qui nous entend et qui se dit « Tiens, c'est une super bonne idée ça, je vais faire rouler mes bus à l'hydrogène », il peut vous appeler et dire bah, « Installez-moi un électrolyseur industriel ». Oui, tout à fait, il aurait raison. Ouais, mais ça marche. Ouais, oui, ça marche, ça marche. Alors pourquoi il n'y a que la ville d'Auxerre qui en a? Pourquoi il n'y en a pas plus? Non, il n'y a pas que la ville d'Auxerre. Il y a eu d'autres installations dans le cadre de projets européens notamment, mais il y a la ville d'Auxerre. Là, je l'ai cité parce que c'est pour le groupe EDF en fait. C'est une installation qui va être inaugurée très bientôt, mais vous verrez qu'il y en aura d'autres qui sont dans les tuyaux. D'accord. Alors, on l'a bien compris pour le moment, hein, pour les bus, pour les flottes de voitures, ça pourrait être les voitures de la Poste, pourquoi pas, ça pourrait être pour tout ça. Je voudrais pour conclure sur l'endroit, la magnifique plateforme que vous êtes en train de développer, elle est liée aussi à une sorte d'endroit, un quartier entier qui vous permet de tester tout ça, de tester aussi vos électrolyseurs en conditions réelles, sauf que c'est un quartier réel, mais il n'y a pas de vrais habitants dedans. Comme ça, si ça ne marche pas, vous n'embêtez pas les habitants, quoi. C'est déjà un avantage. Alors, c'est un peu ça, effectivement. En fait, sur le site d'Aéronerdia, on a beaucoup de laboratoires et puis on a des voisins qui sont juste de l'autre côté de la route, qui s'appelle Concept Grid et que vous voyez exactement sur la photo. Et puis, la plateforme, elle est pas sur cette photo-là, mais elle est juste sur la gauche de l'image, en fait, désormais. Et donc, ce moyen d'essai qui s'appelle Concept Grid, il va permettre de reproduire à l'identique un réseau électrique, en quelque sorte. Et donc, nous, on a associé notre plateforme à Concept Grid. Et cette association, elle est unique déjà. Et puis, elle va nous permettre de réaliser tous les tests de scénarios d'utilisation que l'électrolyseur va pouvoir rencontrer dans sa vie une fois qu'il sera installé sur le réseau, et pour bien connaître son comportement vis-à-vis du réseau électrique. Hein. Donc, ce raccordement, par exemple, il va permettre de produire de l'hydrogène bas carbone, soit à partir de l'électricité du réseau ou à partir de sources d'énergie renouvelable. Et puis, il va nous permettre de mettre l'électrolyseur dans tout un tas de configurations différentes qui vont nous permettre de le tester dans toutes les configurations possibles. Cette plateforme de recherche, pour conclure, c'est une sorte de machine à accélérer le temps. C'est-à-dire que l'hydrogène, on pourrait voir arriver cet hydrogène beaucoup plus vite qu'on l'imagine dans notre vie quotidienne. Tout à fait, on pourrait le voir arriver demain. C'est, comme vous l'avez dit, c'est exactement ça, une machine à accélérer le temps, puisque cette plateforme, en quelques semaines ou en quelques mois de test d'un électrolyseur, on va pouvoir lui faire vivre tout ce qu'il vivra ensuite pendant les 15, 20, 25 ans pendant lesquels il sera installé sur le réseau. Merci beaucoup Magali, vous nous avez appris beaucoup de choses, voilà, et vous pouvez rester avec nous parce que le sujet qui va suivre vous concerne, d'ailleurs vous devez le connaître par cœur puisqu'on va parler toujours dans le domaine de l'hydrogène, de la pile à combustible. C'est un petit peu technique, mais alors Jean va être un champion pour nous expliquer ça, et pour en parler, eh bien, on part à Belfort, bien sûr, c'est en Bourgogne-Franche-Comté. Exactement, et on rejoint Nadia Yousfi-Steiner. Bonjour Nadia. Alors, on ne vous entend pas, on va réessayer, mais en attendant, je vais vous présenter. Alors, vous êtes enseignante-chercheuse en génie électrique au CNRS, à l'Institut FEMTO, et précisons-le, vous êtes médaille de bronze du CNRS en 2019. Alors, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Est-ce que... Oui, moi je vous entends. Eh bien nous aussi, on vous entend très bien, c'est merveilleux, le courant passe, hein, c'est le cas de le dire. Alors, dans cet institut, vos recherches portent sur finalement les piles à combustible et sur la façon de les rendre plus fiables. Alors, dans un premier temps, on voudrait déjà comprendre, en tout cas, est-ce que vous pourriez nous rappeler le principe de fonctionnement d'une pile à combustible? Comment est-elle capable de transformer de l'hydrogène en électricité? D'accord, donc tout d'abord, je vais partir d'une cellule électrochimique, tout simplement ce que c'est. Donc c'est deux électrodes séparées par un électrolyte au milieu. Enfin, j'ai un petit schéma ici derrière moi. Ouais. Et nous aussi, on a un super visuel, regardez. Exactement, parfait. Donc une pile à combustible, ce n'est rien d'autre que l'empilement de plusieurs cellules électrochimiques.
Donc, où on va avoir, vous pouvez imaginer comme une batterie, on va avoir une alimentation en continu, d'un côté de l'hydrogène qui vient d'un réservoir et de l'autre côté de l'oxygène qui est capté dans l'air ambiant. Donc, on va avoir l'hydrogène qui va traverser une des électrodes qui s'appelle l'anode jusqu'à arriver à l'interface avec la membrane, où il y a un catalyseur qui sert à catalyser la réaction chimique, donc à l'accélérer. Montrez-nous sur votre schéma que vous avez derrière vous, comme ça on va s'appuyer dessus. Très bien. Bon, ben voilà, donc en fait, ici c'est une cellule électrochimique, donc une anode, une cathode séparées par une membrane. Donc l'anode est alimentée par de l'hydrogène, l'oxygène est de l'autre côté. Donc, l'hydrogène va diffuser à travers l'anode jusqu'à atteindre cette interface avec la membrane où il y a du platine, donc un catalyseur de cette réaction-là. L'hydrogène va se séparer en électrons et en protons. Donc, les électrons vont être forcés vers un circuit extérieur, tandis que les protons vont pouvoir traverser la membrane pour aller de l'autre côté, où ils vont rencontrer l'oxygène qui arrive à la cathode pour former de l'eau. Donc là, la réaction, elle est très très simple, et donc en utilisant ces deux gaz, on aura comme coproduit que de l'eau, mais aussi de la chaleur, parce qu'on est dans le cas d'une réaction exothermique. D'accord, alors ce qu'on appelle les coproduits, c'est le résultat. Au résultat, finalement, on n'a que de l'eau à la sortie et de l'électricité, c'est ça qui nous intéresse. Et de l'électricité qu'on a forcément effectivement dans ce circuit. D'accord, alors les chercheurs, les industriels, les politiques même, sont très intéressés par ces piles à combustible. Finalement, quels sont leurs avantages ? Alors, tout d'abord, c'est un impératif écologique. Donc, ce fonctionnement propre qui ne produit que de l'eau est effectivement d'un grand intérêt. Donc, elles sont utilisées, si on l'utilise en remplacement de systèmes traditionnels, elles vont effectivement fortement contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième avantage, c'est qu'elles ont de très bons rendements énergétiques. Actuellement, on a des rendements de conversion d'énergie qui sont en fonction de la pile, du type de la pile à combustible, un peu supérieur à 50% de rendement électrique. Et puis, comme les réactions sont exothermiques, donc si on arrive à capter, c'est ce qu'on fait, la chaleur aussi produite, donc on peut avoir un rendement global qui est entre 80 à 90% par rapport à d'autres systèmes. C'est énorme. Et puis, oui, exactement. Et puis, peut-être le dernier point, c'est que il n'y a pas de partie en mouvement. Donc, on n'a pas les types d'usure mécaniques qu'on peut avoir sur des moteurs. Elles ont l'avantage aussi d'être silencieuses, donc ce qui permet aussi de réduire la pollution sonore. Voilà. Donc, pas mal d'avantages à utiliser ces systèmes-là. Effectivement. Alors, et ces piles à combustible sont connues depuis un bon moment, depuis le 19e siècle, mais il reste quand même quelques aspects à améliorer. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont quand même leurs principaux défauts ? Oui, effectivement. Donc, si le principe de fonctionnement il est très très simple, ce principe-là va induire pas mal de paramètres physiques, pas mal de phénomènes physiques. Donc, on aura des phénomènes électriques, des phénomènes fluidiques à travers les gaz, thermiques avec le dégagement de chaleur et l'évacuation. Et donc, ça rend ces systèmes-là complexes. Et donc, la maîtrise de leur fonctionnement, elle est un petit peu difficile à appréhender. Et donc difficile à modéliser pour nous les scientifiques. Donc ce fonctionnement... Il y a deux principaux défauts, sans rentrer dans trop de détails techniques. On identifie notamment ce qu'on appelle l'assèchement et puis aussi le noyage, c'est ça ? Effectivement. Les défauts qui sont liés, on va dire, à une gestion de l'eau sont les défauts les plus fréquents. Donc le noyage, c'est quoi? C'est simplement quand on a une production de l'eau à la cathode, cette eau va venir s'accumuler, donc cette eau liquide va venir s'accumuler sur cette interface-là que je vous ai montré, et donc elle va empêcher le gaz de diffuser vers cette couche catalytique, donc ça veut dire que la réaction ne pourra pas avoir lieu. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le noyage. Et puis à l'inverse, si on a un problème d'assèchement, donc il n'y a pas assez d'eau à l'intérieur de la cellule, et cette membrane qui est là ne pourra pas diffuser de manière active les protons de l'autre côté puisqu'ils ont besoin d'une hydratation. Donc ces deux défauts-là sont des défauts qui sont très très fréquents et donc on travaille à améliorer, enfin déjà à les détecter et à pouvoir les éliminer. D'accord. Alors avant d'en venir aux solutions, finalement, si je comprends bien, la pile à combustible, ça fonctionne avec un équilibre très fragile autour de l'eau. Et puis, est-ce que ça a un impact sur la durée de vie de la pile à combustible ? Oui, absolument.
Donc effectivement, il faut qu'il y ait un équilibre très très fragile sur les différents mouvements de l'eau qui est à l'intérieur de la pile à combustible. Et donc oui, il y a aussi un gros impact donc à avoir des défauts à répétition sur la durabilité et la durée de vie de la pile à combustible. En plus du fait qu'on a de toute façon un vieillissement naturel des matériaux qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est un deuxième volet qui est un verrou aujourd'hui sur lequel nous travaillons sur les piles à combustible, c'est la durée de vie limitée. Alors justement, j'en viens un peu plus précisément aux travaux que vous menez dans votre laboratoire. Finalement, ce que vous essayez de faire, c'est de réaliser un diagnostic en continu de l'état de santé de la pile à combustible, si je comprends bien, c'est ça? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce diagnostic? Alors, donc l'idée effectivement du diagnostic, c'est de pouvoir détecter et identifier ce qui se passe à l'intérieur afin d'y apporter une solution. Donc, ce qu'on fait, c'est que déjà, on part du principe qu'on a pas mal de contraintes. C'est un système qui est difficile, enfin très fragile, on ne pourra pas mettre des capteurs partout. Et puis surtout, si on pense à l'application embarquée au sein d'un véhicule, il faudrait garder en tête que on a des contraintes au niveau du volume, on ne peut pas mettre ce qu'on veut, on a des contraintes au niveau du poids, on a aussi des contraintes au niveau de la fiabilité, c'est-à-dire que si on met beaucoup de capteurs, peut-être que ces capteurs pourront être intrusifs et pourront aussi altérer le fonctionnement. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser autant que faire se peut des mesures qui existent déjà sur notre système, donc faire des mesures externes, idéalement des mesures de tension, de courant, de puissance qui existent déjà, et à partir de ces mesures-là, les analyser, les suivre pour pouvoir effectuer un diagnostic du système. Dans ce sens-là, notre stack devient son propre capteur. Donc en gros, à partir des mesures externes de ce stack-là, on pourra détecter son état de santé. D'accord. En gros, vous connaissez le fonctionnement normal d'une pile à combustible, et si vous détectez, voilà, à un moment une valeur, par exemple, peut-être inférieure ou quoi que ce soit, c'est un symptôme que potentiellement il y a un problème et qu'il faut il faut le corriger. Alors tout ça est basé sur de l'intelligence artificielle, sur des algorithmes que vous mettez au point. Comment ça fonctionne en bref? Donc effectivement, c'est ça. C'est qu'on a un ensemble de symptômes qu'on va essayer de suivre. Et donc, on utilise des algorithmes qui sont issus d'intelligence artificielle tout simplement parce qu'on a besoin d'implanter ça en ligne et en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait assez de temps pour pouvoir réagir si on a un défaut. Donc, ces algorithmes-là connaissent déjà un fonctionnement normal et dès qu'ils détectent une déviation par rapport à ce fonctionnement normal, eh ben, on va pouvoir identifier dans quel état on est pour pouvoir le corriger. D'accord, et agir concrètement et, si possible, augmenter la durée de vie de la pile à combustible. Alors, dernière question, très rapidement, quelles sont les performances attendues une fois qu'on aura corrigé les défauts? Qu'est-ce qu'on voudrait quel niveau de performance on voudrait que les piles à combustible atteignent? Alors, de manière générale, les performances attendues sont ceux qu'on attend de chaque système, c'est qu'il soit sécurisé, qu'il soit fiable, qu'il soit durable et peu coûteux, au même niveau que les technologies actuelles, en fait, conventionnelles. Aujourd'hui, on a mis en place des objectifs au niveau européen, mais aussi au niveau mondial, d'atteindre des 5000 heures de fonctionnement, par exemple, pour un véhicule léger. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ça, c'est visé pour 2000. En comparaison, on est à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 2500, 3000 heures de fonctionnement sur des conditions de... Oui. Il y a encore une marge de progression. Absolument. Bon, ben écoutez, merci beaucoup Nadia Yossy-Steiner, c'était clair comme de l'eau de roche. Et puis on retrouve Fred sur le plateau tout de suite. Merci à vous. Merci beaucoup, on va tout savoir sur l'hydrogène, ça y est, on a fait le tour. Vous savez quoi? On va faire une petite pause. Vous savez que c'est le moment Eureka de l'émission, c'est le moment émotion avec Élodie, parce que dans cette émission, tous les jours, Élodie va nous surprendre avec une découverte ou une recherche plutôt insolite. Allez, l'émotion de la découverte. Alors aujourd'hui, l'émotion, ça va plutôt être la surprise. Vous allez voir que ces recherches vont probablement vous faire rire, mais elles sont très sérieuses. Changer d'énergie, c'est au cœur des préoccupations. Pour les objets portables, le défi, c'est vraiment de remplacer, de trouver des alternatives aux batteries et aux piles traditionnelles. Alors, il y a quelques pistes, on a parlé du solaire, mais moi, je vais vous parler d'une petite nouvelle, la triboélectricité.
qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'électricité statique. Vous savez, l'électricité qui fait se lever vos poils ou vos cheveux si vous frottez un ballon contre vos poils et vos cheveux. En fait, ce qui se passe pendant ce frottement, c'est qu'il y a un transfert d'électrons entre les matériaux. C'est un petit peu comme si une chouquette donnait son grain de sucre à une autre chouquette. Et ça va permettre de générer de l'électricité. Sur ce principe, des scientifiques ont créé des générateurs d'électricité qui vont capter cette électricité statique à partir d'un peu plein de types de frottements. Des frottements de pneus au sol, de pneus de voiture, de pneus de vélo, mais également, par exemple, la marche au sol. Le problème, c'est que les capteurs sont généralement faits de matériaux difficilement recyclables. C'est là qu'une équipe de chercheurs a eu l'idée surprenante de faire la même chose avec un sandwich. Et ça marche. Ils ont utilisé 2 tranches de pain et des feuilles de salade au milieu pour créer ce fameux frottement et ce fameux transfert d'électrons et générer de l'électricité. Alors ça peut paraître un peu farfelu comme ça, comme type de recherche, mais vraiment l'idée derrière, c'était de montrer que c'était possible de produire cette électricité avec des matériaux totalement biodégradables et même mangeables, aussi simples que du pain et de la salade. Vous y penserez la prochaine fois que vous croquerez dans un sandwich. Merci Élodie, c'est étonnant. C'est ce qu'on appelle une découverte croustillante. On est sur le moment Eureka, on en a parlé ensemble tout à l'heure. Vous avez vécu des moments étonnants dans votre métier, comme ça, de découverte, Marianne? Alors oui, en fait la recherche c'est toujours j'ai envie de dire un ascenseur émotionnel. On parlait tout à l'heure du forage en Islande qui était particulièrement profond et c'est vrai qu'il y a tout ça, en fait, toute cette angoisse qu'on vit, en fait, quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Et notamment sur ce forage, on a eu au départ, on n'arrivait pas, il y avait des choses qui ne se passaient pas bien. Donc, on essaie de téléphoner, on essaie de passer. Et puis, quand ça marche, voilà, ça y est, on est arrivé à 4 km 6, on est juste au niveau de l'ouverture de la croûte. Vous étiez à 4 km 6 de profondeur. Oui, et ça, c'est des découvertes. Voilà, qui émotionnellement sont extraordinaires. Et vous avez découvert quoi à 4 km 6? On a pu voir les roches qu'il y avait. On avait des petites idées, on a des idées, on a toujours des hypothèses. Mais alors, aller prélever la roche à cette profondeur, dans ces milieux-là, et voir vraiment, pouvoir la toucher, concrètement, à quoi ça ressemble. Vous y étiez, vous, sur place? Pas au moment où ils sont arrivés. Par contre, je suis allée voir après les échantillons, ce qu'on appelle les carottes, qui sortent des forages. Et donc, j'ai pu voir ça. Et ça, on touche quelque chose qui est, c'est de la croûte qui vient juste de se former, qui est toute jeune, qui est là, et c'est quelque chose de juste extraordinaire, quoi. Vous avez fêté ça comment? Alors déjà, on suivait de très très près l'avancée des forages, parce que quand les forages se sont terminés, le forage s'est terminé, c'était la période de Noël. Moi, j'étais en France, c'était en Islande. Et je suivais, on avait le flux RSS, on suivait très très vite. Et dès qu'ils sont arrivés au bout, on l'a su, on a eu les messages, les coups de téléphone, et puis là, c'est le champagne. Normal. Normal. Corinne, un moment, c'est quoi l'émotion de la découverte? Moment Eureka, c'est quoi? Alors moi, en fait, je le recherche régulièrement puisque je recherche les situations de paradoxe. Ouais. C'est-à-dire que dans les réseaux, comme on a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'acteurs en même temps, on a des situations très très étranges où on pense optimiser quelque chose et en fait pas du tout. Et donc ça, souvent, on a des modèles numériques qui nous permettent d'anticiper ce que va faire le réseau. Et des fois, on se dit, voilà, je rajoute un lien, je rajoute un peu d'informations, ça va se passer mieux. Et là, ça se passe moins bien. Et en général, tout le monde est déçu parce qu'on se dit, mince, on fait un truc, ça marche pas. Mais moi, je me dis, mais non, au contraire, ça marche pas. Ça veut dire qu'on a compris quelque chose sur les paradoxes, sur pourquoi est-ce que les situations d'interaction sont complexes. Et donc ça, c'est un truc que moi, je recherche régulièrement, quoi. Et même quand j'enseigne, en fait, j'essaye de prendre des situations très simples que je donne aux élèves, et des situations extrêmement simples, comme ça, ils peuvent eux-mêmes faire les calculs à la main. Et du coup, au bout d'un moment, ils se disent, mais attends, j'ai fait une erreur? Non. non, tu viens de comprendre pourquoi est-ce que quand on est plusieurs, des fois, le résultat n'est pas celui attendu. Donc vous, le moment Eureka, c'est quand ça marche pas, quoi. À chaque fois que ça marche pas, vous ouvrez une bouteille de champagne. Voilà, donc mes collègues, des fois, sont un peu surpris de mes réactions. Mais c'est vrai, non mais c'est très sérieux ce que vous dites, parce qu'on apprend de ce qui ne marche pas, on en tire énormément d'informations. Oui, c'est comme ça aussi qu'on se dit, des fois, il y a des trucs qui paraissent naturels, qui paraissent évidents, mais qui ne le sont pas du tout, en fait. Et donc, ça nous oblige aussi à remettre en question un peu ce qu'on pense obtenir.
On va parler dans un moment de votre activité qui est étonnante. Vous parliez des paradoxes de la théorie des jeux. C'est pas la théorie des cordes, hein, mais c'est vraiment surprenant. On va en parler tout à l'heure. Mais pour le moment, bon, on va poursuivre dans notre mix énergétique et on va parler des biocarburants. Et pour cela, nous partons pour Rueil-Malmaison. C'est bien évidemment dans les Hauts-de-Seine, tout à côté de Paris. Ouais, et on rejoint Teddy Lotte. Bonjour Teddy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous entends très très bien. Alors vous êtes doctorant en biologie synthétique dans les laboratoires IFP Énergie Nouvelle et vous allez nous parler donc d'une alternative aux carburants traditionnels, ce sont les biocarburants. Alors première question facile, déjà expliquez-nous pourquoi, enfin qu'est-ce qu'un biocarburant? Alors un biocarburant, c'est un carburant qui va être produit non de ressources pétrolières, mais à partir d'une matière renouvelable, de la biomasse végétale. Alors dit simplement, ce sont simplement ça peut être des débris de culture, mais ça peut aussi être des cultures dédiées, comme des cultures de miscanthus par exemple. Alors, et donc l'avantage, c'est qu'on va utiliser une ressource qui n'est non pas fossile, mais qui va être renouvelable. D'accord. Alors le miscanthus, c'est pas forcément l'exemple que tout le monde connaît. Quelles sont les autres matières qu'on peut utiliser pour fabriquer ces biocarburants? Alors on peut utiliser des déchets de culture, donc par exemple de la paille. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Oui, de la paille essentiellement, hein, par exemple. D'accord. Alors, donc ça, les biocarburants qui sont fabriqués à partir donc, de déchets agricoles, de bois par exemple, ou de plantes, etc., c'est ce qu'on appelle les carburants de deuxième génération. Donc ça veut dire qu'il y avait une première génération avant. Quelle est la différence entre les deux? Alors, les carburants de première génération, ce sont des carburants qui ont été produits à partir de ressources alimentaires. Donc, par exemple, de l'amidon de maïs, de blé, ou il y en a un troisième, de patates, de pommes de terre, par exemple. Donc, on peut faire des carburants à partir de ces matières, mais comme elles entrent en compétition avec les usages alimentaires, on préfère valoriser d'autres types de ressources végétales, donc comme les débris de culture. Et dans ce cas-là, on parle de biocarburants de deuxième génération. D'accord. Alors, il existe deux grandes façons de produire des biocarburants. Soit on peut utiliser une voie qui va nous permettre donc d'utiliser des biocarburants plutôt destinés pour les moteurs diesel et d'autres plutôt pour les moteurs essence, si je ne me trompe pas. Hein. Oui. C'est bien ça. Alors, finalement, il y a plusieurs étapes pour produire ces biocarburants. Pouvez-vous nous décrire quelles sont ces étapes? Et nous, on va s'intéresser plutôt à la voie qui permet de faire du bioéthanol, donc plutôt pour les moteurs à essence. D'accord. Alors, pour transformer la biomasse, donc nos débris de culture, en carburant, il va falloir avoir une première étape de broyage, donc c'est une étape de traitement mécanique. Et vous mettez l'anti-sèche. Donc il faut une étape de broyage, on va chauffer, on va broyer. On va aussi dégrader chimiquement les fibres de la biomasse avec des acides par exemple, pour transformer la biomasse en petites particules qui vont offrir beaucoup de surface à des enzymes qui vont venir dégrader les fibres. Alors les enzymes, elles sont produites par un champignon. Donc ici, on travaille sur Trichoderma raceyi, qui est un champignon qui est ultra producteur en enzymes qui ont la capacité de grignoter la biomasse et de libérer les sucres qui la constituent. Et ces sucres vont servir à alimenter des levures, par exemple, pour produire de l'éthanol. D'accord. Et c'est cet éthanol qu'on va utiliser, qu'on va ajouter au carburant traditionnel pour finalement avoir un biocarburant. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Enfin, alors le bioéthanol est déjà, ça peut déjà servir de carburant dans les stations actuelles. Hein, c'est le superéthanol. D'accord, très bien. C'est le samplon 95, par exemple E10, qu'on voit, le fameux E10, et qu'on peut utiliser comme ça, oui, ça donne le pourcentage. D'accord. Alors aujourd'hui, l'enjeu, c'est de produire finalement des biocarburants en grande quantité et à un prix compétitif par rapport aux carburants traditionnels. Et donc vous vous intéressez, vous avez commencé à nous l'expliquer, à une étape en particulier qu'on appelle donc l'hydrolyse. Et pourquoi vous vous intéressez à cette étape-là en particulier? Alors, moi, personnellement, je ne m'intéresse pas à l'hydrolyse. Mais l'hydrolyse, c'est une étape importante parce que les enzymes représentent un coût
extrêmement important dans le procédé. Ce sont des matières à haute valeur ajoutée tout de même. Et donc l'idée, ça va être de modifier les souches de trichoderma pour faire en sorte qu'elles produisent le plus d'enzymes possible pour tout simplement réduire les coûts à l'échelle. D'accord, donc finalement c'est de booster ce fameux champignon sur lequel vous travaillez pour qu'il soit encore plus efficace et qu'il nous offre encore plus d'enzymes qui font grignoter, vous avez dit, la matière. Alors pour améliorer les performances de ce champignon, finalement vous le modifiez génétiquement. En quoi ça consiste? Comment vous faites? Alors il y a plusieurs façons de modifier génétiquement un organisme. Alors historiquement on faisait ce qu'on appelle de la mutagénèse aléatoire. On exposait le champignon à des rayons UV. Ces rayons UV vont induire des cassures dans l'ADN qui vont être plus ou moins bien réparées et qui vont apporter de la variabilité dans le génome. Et ensuite, ces souches doivent être criblées pour tester les performances. Est-ce que finalement, telle souche obtenue après mutagénèse produit plus ou moins de protéines? Et pour ça, on réalise des dosages, on fait des criblages, alors à haut débit sur des plaques par exemple. D'accord, je crois que vous avez un robot. C'est un robot qui fait ça, à IFP Ici, on a un robot pour faire des dosages biochimiques, des dosages de protéines. Et donc c'est lui qui va analyser les performances nouvelles de ces nouvelles souches de champignons, c'est ça? Alors, le robot, il fait l'expérience. L'analyse, c'est toujours un opérateur humain derrière qui regarde les résultats. Le robot, il fait l'expérience, il mélange les réactifs, il prélève l'échantillon à doser et puis il fait la mesure. Mais après, l'analyse, c'est toujours un chercheur en chair et en os qui a la main là-dessus. D'accord. Vous disiez qu'il y avait une deuxième façon aussi. Quelle est cette autre façon de vérifier les performances du champignon? Alors, deuxième façon de faire une souche différente. Pas de vérifier les performances. Donc la deuxième façon, c'est une approche, donc je vous ai dit, la première, elle est aléatoire. Les rayons UV vont taper un peu n'importe où dans le génome et on ne sait pas ce qu'on va obtenir. La deuxième approche, c'est de partir du fait qu'on connaît tout de même le métabolisme, la physiologie, l'organisation du génome du champignon. On suppose que tel gène régule la production de protéines ou qu'au contraire, il la bloque. Et dans ce cas-là, on va cibler le gène qu'on veut soit faire surexprimer, soit qu'on veut supprimer. Et donc, dans ce cas-là, on va utiliser des méthodes qui ont le vent en poupe en ce moment. C'est la méthode CRISPR, par exemple, qui va permettre de réaliser une cassure à l'endroit précis du génome grâce à un ARN guide et de réaliser une cassure. Et parallèlement à ça, on va introduire dans la cellule un fragment d'ADN qui va venir se recombiner dans l'ADN et invalider le gène ciblé. Et donc après, il faut regarder si effectivement la mutation porte ses fruits, si effectivement on augmente la production de protéines ou non. D'accord, et donc si on augmente le rendement et donc la production in fine de bioéthanol. Alors la dernière étape de ce processus assez complexe, c'est ce qu'on appelle, enfin ça utilise en tout cas une levure. Quel est son rôle, quelle est son action dans ce processus? Alors, à la fin de l'hydrolyse de la biomasse, on obtient des sucres, notamment du glucose par exemple. Et ce glucose va être converti en éthanol par des levures. C'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Et donc c'est une étape c'est un processus qui est connu depuis alors connu en tout cas qui sert à l'humanité depuis l'Antiquité au moins pour produire le vin et la bière. C'est le même champignon qui permet de produire l'éthanol qui va servir de carburant que l'éthanol qui sert à faire le vin et la bière. D'accord. Et alors, cette dernière étape, ça représente aussi une voie d'amélioration possible. Qu'est-ce qu'on peut imaginer avec cette étape-là? C'est un processus qui est assez optimisé. Alors, il y a des recherches dans la littérature qui visent à essayer d'améliorer un peu le rendement en recyclant le CO2 qui est produit par la levure par d'autres voies métaboliques pour remettre le carbone sous forme d'éthanol. Mais ça, c'est vraiment des souches
souches de pointe, des souches de compétition, et c'est assez exploratoire. Parce qu'en fait, au cours de la fermentation alcoolique, une molécule de glucose va produire 2 molécules d'éthanol et 2 molécules de CO2. Donc là, il peut y avoir un intérêt à recycler le CO2 pour que le CO2 soit envoyé dans la production d'éthanol. D'accord, bon là on va repartir sur quelque chose d'assez complexe. En tout cas, bon, on a bien compris, vous travaillez sur finalement le champignon qui va permettre d'améliorer, de booster la production de bioéthanol. Alors je vous remercie Teddy Lotte pour toutes ces explications. On a fait le plein d'informations et on retrouve Fred en plateau tout de suite. Merci, ouais, on a fait le plein hein, là d'infos. On demande à prendre des cours particuliers quand même avec Teddy, parce que impressionnant. Bravo. C'est dense, hein, mais on aimerait bien en savoir un peu plus. Alors, Corinne, on parle depuis le départ des énergies renouvelables, mais il faut parler du transport aussi, parce qu'on peut fabriquer de l'électricité plus propre, mais si elle n'arrive pas chez le destinataire, ça ne sert pas à grand-chose. Et vous travaillez justement sur les réseaux. Alors là, aujourd'hui, on va parler ensemble de réseaux électriques, mais vous travaillez de façon générale sur tous les réseaux. Par exemple, sur quoi ? Par exemple, les réseaux de communication. Donc, tout ce qui est réseau type Internet, l'information. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une convergence entre les réseaux de communication et les réseaux électriques, puisque on couple, donc c'est ce qu'on appelle le smart grid, tout ce qui est smart, c'est-à-dire qu'on va coupler au réseau électrique un réseau de communication qui va transporter des données sur l'état du réseau. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une surtension, une sous-tension, et ainsi de suite. D'accord. Je rappelle, Corinne Touati, que vous êtes chargée de recherche à l'INRIA, donc, et que vous travaillez sur l'optimisation des réseaux. Et alors, franchement, il y a quelque chose il y a un petit mystère pour moi. C'est quoi la théorie des jeux ? Vous vous appuyez sur la théorie des jeux. Comment vous pouvez nous raconter ça pour qu'on comprenne tous c'est quoi ? Alors, en quelques mots, on va essayer. Ouais. Donc, la théorie des jeux, c'est une forme d'optimisation, une branche de l'optimisation, dans laquelle on n'a pas une seule personne qui optimise quelque chose, mais plusieurs agents, plusieurs optimiseurs, on pourrait dire. Et donc, typiquement, dans les réseaux, comme il y a plusieurs acteurs, par exemple, il y a plusieurs producteurs d'énergie, plusieurs revendeurs, etc. Sur la route, par exemple, ça marche, les voitures à circulation. Exactement. C'est un de mes exemples préférés. Allez-y, racontez-nous. Ah oui, ça, j'adore. Tiens, on va voir une image. Voilà, voilà, une belle image de bouchons. Alors, en fait, ce qui est intéressant sur les routes, vous voyez, c'est un grand réseau, en fait, le réseau autoroutier ou réseau routier dans le monde, et dans lequel on a chaque voiture qui prend une décision. Donc, on est chacun, tous optimisants. Et donc là, en l'occurrence, on va chercher à aller le plus vite possible d'un point à un autre. Et donc, des fois, aller plus vite, ça peut vouloir dire s'engager dans une intersection même si on va la boucher. Ça peut vouloir dire tout un tas de choses. Donc, on est obligé d'avoir des mécanismes de régulation par les États pour justement fluidifier le trafic. Voilà. D'accord. Et ça marche sur tous les réseaux, en fait. Donc là, en l'occurrence, quand on est dans notre voiture, si chacun fait ce qu'il veut, ça finit par être le bazar, ça fait un gros bouchon. Si c'était bien organisé, si tous ces acteurs étaient bien organisés, ça pourrait être fluide. Voilà, s'il y avait, par exemple, on le verra peut-être un jour avec les véhicules autonomes, mais si on avait un seul agent qui décidait, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche, tu vas un peu plus doucement, tu prends telle route, parce qu'aussi le changement de route, c'est aussi une forme d'optimisation. D'accord. Alors, on va venir tout de suite au réseau électrique, les lignes haute tension, moyenne tension, basse tension, etc. A priori, ça paraît simple. On a un producteur d'électricité, on a des consommateurs à l'autre bout, hop, on envoie des électrons dans le câble, ça arrive, tout va bien, mais c'est pas aussi simple que ça, pour plusieurs raisons. C'est pas aussi simple. Alors, déjà, dans le monde d'avant, si on peut dire, quand on avait un seul opérateur. On va le dire, on avait EDF, par exemple, au départ, il y a des années. On avait EDF, et qui était notre seule source de consommation pour nous. Mais aujourd'hui, avec la dérégulation, donc il y a plusieurs opérateurs. Mais par contre, ils utilisent le même réseau, qui est géré par RTE. Et donc, il y a plein d'accords commerciaux entre ces opérateurs. Et aussi, il y a donc plusieurs sources de production qui, elles, sont plus du tout synchronisées ou plus du tout coordonnées, comme quand il y avait un seul producteur.
Je crois quand même qu'il faut préciser quelque chose qui est important dans le cas de l'électricité, c'est qu'on ne la stocke pas l'électricité. Il faut vraiment que la production corresponde à la demande à un moment bien précis, à 8 h du soir, en plein hiver, quand la météo est quand il neige beaucoup, etc. On est tous en train de consommer énormément d'électricité, beaucoup plus. Donc il faut vraiment que ce soit équilibré. Donc c'est ça qu'il faut gérer. C'est ça. C'est toujours le problème de la météo, hein, je suis désolée. C'est le problème à chaque fois pour tout le monde. Non, justement. On est parfois la solution aussi. Hein. Ah, oui, très souvent. C'est un peu comme un réseau de canalisation, si vous voulez. Si d'un côté vous avez des producteurs, donc ils vont verser de l'eau dedans, et de l'autre côté les consommateurs, c'est eux qui ouvrent ou ferment leur robinet. Et évidemment, si on ferme tous les robinets, ça déborde. Et inversement. Donc c'est compliqué déjà l'électricité pour cette raison-là. Deuxième chose, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il y a de plus en plus de producteurs. Il n'y a pas que EDF aujourd'hui. Et puis nous, en tant que consommateurs, on devient aussi des producteurs parce qu'on peut avoir des panneaux solaires sur le toit de notre garage. Exactement. Donc tout se mélange. Ah oui, exactement. Donc ça devient, alors on pourrait dire un peu le bazar d'une certaine façon, ou au contraire un problème très intéressant pour les scientifiques. Bah pour vous, ça doit être passionnant. Ah bah plus il y a de bazar, plus c'est intéressant. Voilà, exactement. Mais c'est vrai. Et donc on obtient des phénomènes extrêmement étranges, extrêmement intéressants à observer, quoi. Voilà. D'accord. Bon, il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, les lignes, toutes les lignes, il y a des capteurs partout, les smart meters, c'est ça. Il y en a partout, donc ça devrait permettre de régler les choses, non? Alors, donc pour le problème d'aligner la production et la consommation, le problème reste entier parce que effectivement, un producteur ne peut pas forcément doubler sa production instantanément, même s'il détecte le besoin. Donc c'est pour ça qu'il y a des grands marchés de l'électricité avec plusieurs systèmes. Donc il y a une partie qui est réglementée par l'État, il y a des accords, ce qu'on dit gré à gré, donc 2 à 2 entre des producteurs. Il y a des mécanismes d'enchères. Tout ça, c'est très, très compliqué. Et les mécanismes d'enchères, notamment, à différentes échelles de temps. Donc, des fois, il faut vraiment avoir de l'énergie pour là, maintenant, dans les 5 prochaines minutes. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi au niveau scientifique. C'est question d'enchères automatisées sur une quantité d'électricité, pas sur un bien. Quand on pense enchères, on pense acheter ou vendre quelque chose. Mais là, on vend une quantité, c'est extrêmement difficile à automatiser. Donc en fait, vous avez plein de paramètres aujourd'hui à gérer pour essayer de faire en sorte que l'électricité passe le mieux possible, qu'il n'y ait pas de problème, de coupure d'électricité. C'est ça la problématique. Et voilà. Et en plus, en même temps, il y a cette problématique de la gestion du réseau lui-même. Parce que en fait, le réseau électrique est très difficile à anticiper, ou à modéliser, puisqu'il y a des lignes, il y a des pertes sur les lignes, et donc qui dépendent de plein de facteurs. Ça peut être la température, ça peut être l'humidité, ça peut être une branche d'arbre, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Et donc du coup, ces capteurs permettent d'avoir des informations à différents endroits du réseau, mais ces capteurs eux-mêmes peuvent être défaillants. Donc là aussi, on doit avoir recours à des méthodes de vérification. On parlait tout à l'heure un peu d'intelligence artificielle. Donc pour savoir effectivement quels sont les capteurs qui visiblement sont défectueux et donnent des mauvaises informations. Alors ces capteurs sont utiles quand même, mais en plus de ça, vous venez de le dire, ils peuvent être défectueux, mais en plus de ça, ils peuvent être la cible de cybercriminalité, en fait. Oui, de hackers. Oui, comme tout objet numérique, en fait. Malheureusement, il peut être la cible de cyberattaques. Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi de sécurité des réseaux. Parce qu'on sait que si on se base sur un mauvais capteur, on a une mauvaise information sur le réseau, on peut provoquer des surtensions sur une ligne ou sur une autre. Enfin, c'est à ce moment-là l'opérateur qui, pensant réguler le trafic, en fait, cause un problème lui-même. Et donc, parce que l'opérateur, il essaye d'équilibrer en permanence, donc tout va bien, ses capteurs lui disent ça va, tout va bien, et en fait, il y a une anomalie, il y a une attaque informatique, le capteur n'est plus fiable du tout, l'opérateur envoie un peu plus d'électricité, et là, ça fait tout péter. Voilà, alors ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour les anticiper, pour les éviter, évidemment, puisque les smart meters, on est en ce moment c'est quelque chose qui est en train de se développer. La théorie des jeux, elle permet donc de trouver des solutions? Alors la théorie des jeux, elle permet d'étudier les stratégies optimales d'attaque et de défense. Voilà, quel lien attaquer, par exemple, quel smart meter je vais essayer en tant qu'attaquant, je vais essayer de fausser,
Et inversement, quelle est la meilleure stratégie pour le défendeur ou mettre, l'opérateur, donc où mettre mes smart meters, quel type de stratégie avoir pour donner détecter. un exemple concret, parce que pour vous c'est simple évidemment, vous travaillez, mais un exemple concret du résultat d'un travail comme ça avec la théorie des jeux qui s'applique sur le terrain. Vous parliez des télécoms tout à l'heure. Oui, donc moi je viens du monde des télécoms et là très classiquement on a des systèmes, donc c'est la même chose, des systèmes de jammer, donc c'est-à-dire brouiller les signaux par exemple des communications sans fil, et donc il y a plein de techniques à la fois de brouillage et des techniques aussi pour éviter ces brouillages. Et alors dans les télécoms, un grand axe qui a été fait, on en parlait tout à l'heure avec les voitures, c'est comment, quel mécanisme mettre de contrôle pour que les paquets circulent bien sur le réseau. Donc on a parlé par exemple des voitures pour le choix des routes. Pour les réseaux, et par exemple le réseau qu'on utilise tous, et avec le protocole TCP/IP, si ça parle, et dans TCP il y a une méthode de contrôle de congestion. Donc pour éviter que justement chacun inonde le réseau, quoi. Voilà. D'accord. Bon, pour essayer de réguler tout ça, on ne peut pas imaginer à l'avenir de l'électroménager intelligent, je dis bien entre guillemets, qui se déclenche par exemple quand il y a trop d'électricité sur le réseau, automatiquement. Ou des choses comme oui. ça. Et ça, alors à la fois effectivement le lave-vaisselle qui va se déclencher automatiquement au milieu de la nuit parce que l'électricité à ce moment-là est moins demandée. C'est quelque chose qui est complètement envisageable. Et donc ça, c'est l'idée, effectivement, on en revient à notre point de départ, d'équilibrer l'offre et la demande. Donc il y a des besoins pour lesquels, effectivement, on en a besoin maintenant. Par exemple, si on va cuisiner, on a besoin que le repas soit prêt, pas au milieu de la nuit, en général. Mais par contre, pour d'autres choses, on peut imaginer que notre électroménager, lui, prendra la main pour avoir une utilisation optimale. D'accord. J'ai relevé un petit dessin, parce que vous travaillez sur des modèles, bien sûr, informatiques, etc. Et tout. Vous êtes quand même à l'INRIA. Et puis vous, je voudrais qu'on voit, là, je vous ai volé quelque chose sur votre tablette tout à l'heure. Vous travaillez sur des dessins avec des formules comme ça, à laquelle, personnellement, je ne comprends rien, mais... Oui, voilà, c'est ça. En fait, effectivement, alors, donc l'avantage de la tablette, c'est de pouvoir travailler sur un tableau blanc avec un collègue qui se trouve pas à proximité. Donc là, c'est un bout de travail que j'ai fait avec mon collègue Christophe, s'il me voit. Je suis désolée, je viens de dissimuler, de dévoiler. Des informations ultra secrètes. Donc là, c'était un travail sur effectivement la redondance. Donc montrer qu'on avait un certain nombre de chemins indépendants entre deux sources et deux destinations. D'accord. Très bien. En un mot, Chloé, vous, dans le journal météo, vous dites parfois en hiver, attention, il fait très froid. Ça fait partie des informations que vous passez aussi? Alors, effectivement, c'est bien vu. On a eu une grande campagne il y a 2-3 ans de mémoire, à un moment où il y a eu un énorme pic de froid pendant l'hiver. Et pour justement contrer ce problème où il n'y a plus d'électricité suffisante pour que tout le monde puisse vraiment en profiter, on a dû faire de la prévention dans nos journaux météo à la fin et donner des conseils et des solutions pour pouvoir en fait baisser notre utilisation de l'électricité, à la fois parce que déjà ça faisait gagner des sous tous les mois, parce qu'on faisait beaucoup d'économies, et en même temps ça permettait à notre système électrique de pouvoir fonctionner pendant tout l'hiver. Donc oui, on a dû faire de la prévention à ce moment-là. Donc là aussi, vous avez un rôle important à jouer. De pédagogie en tout cas. Oui, toujours. Allez, on va prendre un dernier duplex avant de terminer cette émission. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu de sécurité nucléaire, quand même, ça nous manquait. Et on va, pour cela, aller en direction du plateau de Saclay, en région parisienne, au sud de Paris. Oui, pour y retrouver mon dernier invité en duplex, Pascal Lemaitre. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous êtes chercheur au laboratoire de physique et métrologie de l'IRSN, enfin de métrologie des aérosols de l'IRSN, et on va s'intéresser donc à l'énergie nucléaire et plus particulièrement aux dispositifs de sûreté nucléaire et à leur efficacité. Alors c'est un sujet un peu complexe, mais on va y arriver. Alors pour bien commencer et pour bien comprendre, pour que tout le monde comprenne bien, on va se mettre en situation. Habituellement, un réacteur nucléaire, dans une centrale nucléaire, il est refroidi. Que se passerait-il si pour une raison ou une autre, ce n'était plus le cas?
Eh bien, malheureusement, comme on a pu le constater dans les accidents précédents, quasiment tous les accidents nucléaires sont liés à une perte de refroidissement du cœur du réacteur. Ce cœur du réacteur dû à on peut arrêter la réaction en chaîne en injectant des barres qui contrôlent la réaction en chaîne. On peut arrêter la réaction en chaîne, mais malheureusement, les produits de fission vont continuer à dégager de la puissance thermique et la température dans le cœur va monter graduellement. Et si on n'arrive pas à rétablir le refroidissement du cœur, eh bien, on va arriver à des températures où on va avoir production d'hydrogène, puis fonte du cœur du réacteur, et potentiellement des explosions d'hydrogène, comme ça a pu être le cas à Fukushima. Donc sur les réacteurs français, il existe différents dispositifs qui n'existaient pas à Fukushima, et qui permettent à la fois d'avoir une combustion catalytique de l'hydrogène pour éviter qu'il s'accumule dans l'enceinte de confinement et qu'il explose. Mais il existe aussi d'autres dispositifs sur lesquels je travaille, qui s'appellent les dispositifs d'aspersion. D'accord, alors on va y venir, mais je reviens sur notre situation. N'allons pas trop vite. Pour bien comprendre, donc si je comprends bien, la réaction qui se passe dans le réacteur nucléaire peut s'emballer. Une forte élévation de température qui peut provoquer une... C'est pas la réaction qui s'emballe, c'est la réaction, au contraire, elle est contrôlée, c'est-à-dire on a réussi à arrêter la réaction en chaîne, c'est pas du tout un emballement. D'accord. Et malheureusement, la réaction de fission nucléaire, elle produit entre guillemets des éléments secondaires qui eux-mêmes sont radioactifs, et donc en fait au-delà de la réaction en chaîne, ils vont produire une puissance résiduelle qu'il faut évacuer pendant un certain temps pour éviter, même si on arrête la réaction en chaîne, qu'il faut évacuer pendant un certain temps pour éviter que la température du cœur s'élève. D'accord. Alors pour éviter justement, vous le disiez, donc ces réactions, ces réactions, ces catastrophes, les centrales nucléaires sont équipées de systèmes de sûreté. Il y en a en particulier sur lequel vous travaillez, c'est l'aspersion. C'est une sorte, alors je vais prendre une image assez grossière, c'est une sorte d'arrosage automatique. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est exactement ça. C'est un arrosoir gigantesque. Il faut se rendre compte que sur les systèmes d'aspersion dans les réacteurs français les plus petits, on injecte approximativement 1 tonne d'eau à la seconde. C'est l'ordre de grandeur. Donc c'est des arrosoirs gigantesques, 1 tonne d'eau. Des débits colossaux, ouais. Des débits colossaux, voilà. Alors, quels sont les 3 principaux rôles de ce dispositif? Alors, le rôle essentiel et principal, c'est de faire diminuer la pression dans l'enceinte de confinement par condensation de la vapeur, puisque souvent la perte de refroidissement, elle est liée à une brèche dans le circuit primaire, ou même si c'est pas lié à ça, en fait le circuit primaire à haute température, il perd ses propriétés mécaniques, et il va relarguer dans l'enceinte de confinement des grandes quantités d'eau. Et donc pour faire en sorte que l'enceinte de confinement, qui va être la dernière barrière avant le rejet de la radioactivité à l'environnement, elle puisse jouer son rôle, et ben on va injecter ces gouttes, ces grandes quantités de gouttes, pour faire baisser la température et par la même occasion faire baisser la pression dans l'enceinte de confinement et rester dans les limites pour lesquelles ces enceintes sont dimensionnées. D'accord, donc l'objectif c'est d'assurer l'intégrité de la barrière de protection pour éviter qu'il y ait des aérosols ou des particules radioactives qui s'échappent dans l'air. Exactement. Alors, ça c'est le rôle principal. Ouais. Donc il y a 2 autres effets qui sont des effets subsidiaires qui sont aussi positifs par rapport à la sûreté. Le second rôle, ça va être de mélanger les gaz dans l'enceinte de confinement de sorte à ce qu'on puisse éviter, au cas où il y a l'hydrogène, qu'il soit suffisamment concentré, enfin qu'il soit concentré et qui puisse produire des détonations comme ça a été le cas à Fukushima. Et puis en fait le troisième rôle, ça va être aussi de lessiver les gaz dans l'enceinte de confinement, de venir collecter toutes les particules radioactives qui sont liées à la fusion du cœur, et puis d'éviter que s'il y a rupture due à la dernière barrière de confinement, eh bien ces aérosols radioactifs seraient émis dans l'environnement.
Alors justement, vous vous intéressez plus particulièrement à cette dernière étape, en fait, et vous reproduisez en laboratoire, dans une machine qu'on appelle le Toscan, ces conditions qu'on retrouve dans les enceintes nucléaires. Quelle sorte d'expérience vous menez dans cet appareil ? Eh bien, dans cet appareil, on va essayer de reproduire des séquences qu'on estime être représentatives des conditions qu'on va retrouver dans les réacteurs nucléaires. Donc on va pouvoir injecter des grandes quantités de vapeur, monter des pressions et des températures qui sont similaires à celles qu'on rencontre dans les enceintes de confinement lors d'accidents nucléaires. Et puis on va injecter des sprays, donc on ne va pas pouvoir injecter les quantités d'eau qu'on injecte dans les réacteurs nucléaires, mais on va injecter d'assez grandes quantités d'eau pour pouvoir baisser la pression et la température et étudier la condensation de la vapeur sur les gouttes, étudier comment ces gouttes lessivent les aérosols, et puis étudier aussi, enfin dans un dernier lieu, comment le déclenchement de l'aspersion va brasser les gaz dans l'enceinte et éviter que localement on puisse avoir des grandes concentrations de certaines espèces gazeuses. Alors c'est bien ça, vous essayez de comprendre finalement comment les gouttelettes d'eau peuvent capturer donc, les aérosols en suspension dans l'air. Finalement, est-ce que c'est un processus efficace ? C'est un processus qui est efficace, ça dépend à quelle échelle on regarde. Comme tous les processus, si on regarde à l'échelle d'une seule gouttelette, c'est un processus qui est assez peu efficace. Une gouttelette sur son passage va collecter à peu près une particule sur 100 000 qu'elle va rencontrer, ce qui est relativement faible. En revanche, des gouttes, on peut en injecter des grosses quantités. On peut en injecter des centaines de millions par seconde et du coup arriver à des efficacités de lessivage qui peuvent être assez grands. Par exemple, dans l'atmosphère, un des principaux mécanismes de lessivage des aérosols, et c'est leur interaction avec les précipitations. Pour, par exemple, une particule atmosphérique, son temps de vie dans l'atmosphère, autour de 1 micromètre, ça va être plusieurs mois, jusqu'à 6 mois. Elle peut traverser les continents et les océans et venir se redéposer, partir d'Afrique et aller se déposer au Brésil par exemple. Ouais. Et sous la pluie, là, son temps de vie, il est très limité. C'est de l'ordre d'une dizaine de minutes. D'accord, donc finalement, la taille des gouttes peut jouer un rôle dans la capture de ces particules en suspension, c'est ça ? Alors, la taille des gouttes, bien sûr, elle va jouer un rôle. Suivant la taille des gouttes qu'on va pouvoir avoir, on va avoir des mécanismes différenciés qui vont intervenir dû au fait qu'on va pouvoir faire apparaître des écoulements particuliers autour de la goutte, et ces écoulements vont faire apparaître de nouveaux mécanismes de capture qui peuvent être plus ou moins compliqués. D'accord. Bon. On a bien compris en tout cas le phénomène d'aspersion, en quoi ça consistait. Malheureusement, on est pris par le temps, donc on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Merci en tout cas Pascal Lemaître de nous avoir éclairé sur ce sujet-là. Et puis je donne la parole à Fred tout de suite. Oui, merci beaucoup Pascal Lemaître, merci. Jean, excusez-nous, on a débordé complètement aujourd'hui, c'était la première. Donc voilà, on se dirige vers la fin de l'émission. Mais nous, il y a quelque chose qui nous intéressait aussi, comme c'est la fête de la science. En France, on voulait savoir comment, dans des pays ailleurs qu'en France, on fait pour essayer de transmettre le plus possible et le mieux possible et de la façon la plus originale possible les connaissances et la science. Et bien ça, on va le faire toute la semaine avec Élodie. C'est le tour du monde d'Élodie. De la science, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de danser. Je vous propose de commencer ce tour du monde en Écosse et de découvrir le Céilí, qui est un événement social écossais pendant lequel se mêlent danse et musique traditionnelle, et ça ressemble à ça. Alors, le rapport avec la science, vous allez me demander, eh bien, c'est tout simplement cette association, Science Céilí, qui a permis de réunir science et tradition en organisant des Céilí scientifiques qui vont permettre d'expliquer des concepts scientifiques en danse et en musique. Alors,
pendant les événements de Science Scaling se déroulent généralement dans le cadre de festivals musicaux, communautaires. C'est un moyen d'apprendre la science grâce à la danse et c'est surtout le moyen pour cette association de parler de science à un public qui ne serait peut-être pas intéressé autrement. Assez de suspense, on va voir maintenant à quoi ça ressemble un Scaling scientifique. Alors là, vous voyez sur cette image, en fait, c'est une danse qui montre la transmission nerveuse. À gauche, c'est un neurone. Au milieu, c'est l'espace entre les deux neurones, les synapses, la synapse. Et on a vu l'information qui arrive de la gauche et qui repart dans le neurone de droite. On va revoir la même chose en musique, parce que c'est quand même un peu plus sympa. Donc, hop, attendez, ça arrive. Voilà. Alors bien sûr, là, c'est la vidéo qui explique un petit peu comment la danse marche. En vrai, ils le font avec beaucoup plus de monde et beaucoup plus long que ça, pardon. Le truc en plus, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là. Sur leur site, on peut trouver non seulement ces danses qui expliquent bien les concepts, mais aussi des kits pour les professeurs pour apprendre cette danse en classe, mais aussi pour répondre à plein de questions tout autour du thème. Là, c'était de la neuroscience, mais il y a plein de sujets qui sont traités. Plutôt pas mal d'apprendre la science en dansant, non ? Sympa, ça donne envie de terminer l'émission. En dansant, c'est cool, là. Vraiment, je trouve ça génial et il faudrait vraiment qu'on puisse le mettre en place dans nos écoles aussi parce que je trouve ça fantastique. Ouais, mais c'est super. Merci Elodie parce que toute la semaine, elle a beaucoup voyagé. Elle va nous récupérer des petites perles comme ça, d'autres façons, des choses qu'on voit pas en France. Alors peut-être qu'il y a des associations qui l'ont fait en France. À ce moment-là, dites-le nous, mais c'est vraiment sympa. Comment vous faites? C'est la fête de la science pour transmettre. C'est difficile de transmettre la science aux enfants. Alors, on essaye au maximum parce qu'on veut susciter des vocations. On a besoin, en fait, pour faire de la science, on a besoin de la diversité, on a besoin de beaucoup de gens, de tous les profils. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'aller dans les collèges, dans les lycées, de leur expliquer nos métiers, montrer des photos, parce que quand on voyage, ça les fait rêver. On leur montre les photos d'aurore boréale. Alors ça marche à tous les coups. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et on essaye, voilà, de transmettre, d'expliquer aux enfants ce qu'on fait pour susciter des vocations. Ouais, ça c'est super. Corinne, dans le domaine des maths, de tout, c'est pas simple quand même. Ah bah au contraire, il y a vrai. plein de trucs. Ah oui. Alors on a plein d'activités, alors ce qu'on appelle les activités débranchées pour faire apprendre l'algorithmique, comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Avec Mais plein on de arrive jeux. à rendre les choses concrètes avec des jeux. Avec des jeux, voilà, tout à fait. Des petites énigmes à résoudre. Ouais. Et ben ça marche très très bien auprès des jeunes. En plus, on rigole autant qu'eux, en fait, finalement. Et puis aussi, une autre manière, c'est comme ce qu'on vient de voir, c'est effectivement de mélanger science et art. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux. Donc, nous, on a monté aussi des pièces de théâtre qui sont qui ont un grand succès et puis qui lancent la discussion, en fait. C'est plutôt ça derrière, c'est éveiller aussi l'esprit critique, la discussion, la réflexion autour des sciences. La démarche scientifique. Et de la démarche scientifique, exactement. D'accord, vous allez avoir beaucoup de travail cette semaine, enfin pendant toute la fête de la science. En tout cas, félicitations d'accepter ces rôles. D'abord, merci aussi d'être venu. Et puis, bravo d'être ambassadeur ou marraine. Comme ça, c'est d'aller rencontrer tout le monde pour transmettre de la science, c'est vraiment bien. Et puis il y en a d'autres que j'aimerais bien remercier aussi, toute l'équipe, on aimerait bien remercier, on a travaillé avec eux aussi l'année dernière, c'est tous les vidéastes, en fait, on les appelle les youtubeurs, qui font un travail souvent passionnant sur Internet et qui se prêtent au jeu aussi avec nous. Donc toute la semaine, il y a des vidéastes qui vont vous poser des énigmes en fin d'émission et vous aurez la réponse le lendemain à 17h30. Et donc, cette semaine, aujourd'hui plus exactement, celui qui nous pose son énigme, c'est dans les dents, pardon. Excuse-moi, dans les dents. Est-ce que dans l'avenir, nos dents vont pouvoir se régénérer toutes seules? La question piège. La réponse demain. On a hâte, effectivement. Est-ce que dans l'avenir, nos dents vont pouvoir se régénérer? Ça serait chouette. C'est ça, Vous avez bien retenu. Donc la réponse, on l'aura quand? Demain. Demain à 17h30, au moment de notre rendez-vous. C'est bien ça, prochain rendez-vous demain. On va où pour le grand quiz en première partie? Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'accord, au Belvédère, exactement. Et en deuxième partie d'émission, on vous fera découvrir la médecine du futur.
Voilà, on remercie tous nos invités en duplex qui ont été très patients. Merci beaucoup. On vous salue. Ciao, on vous retrouve bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, évidemment, d'avoir été avec nous en plateau. Merci Chloé. Bon Tour de France. Bonne fête de la science. On se quitte. On se dit à demain, 17h30. Ciao. Vive la science.